3 phrases, 27 secondes tirées d'un discours de 28 minutes. Et dès le lendemain matin, elles sont devenues l'élément de langage de la politique étrangère américaine le plus disputé depuis des semaines. Voici ce que presque personne n'explique correctement. Ces 3 phrases sont lues par 2 publics complètement différents au sein du même pays, au même moment, comme la preuve de 2 choses totalement opposées. Ce n'est pas un hasard. C'est exactement à cela que ressemble la communication stratégique lorsqu'elle est faite à dessein. Restez avec moi sur ce coup-là, car d'ici la fin, vous allez comprendre quelque chose sur la manière dont les guerres se terminent réellement, ce que les journaux télévisés ne vous diront pas ce soir. En ce moment même, à Téhéran, il y a des cercueils dans une cour. Des centaines de milliers de personnes sont dans les rues sous des drapeaux rouges qui signifient la vengeance par le sang. Et 3 phrases américaines sont découpées, traduites et utilisées comme des armes par des personnes situées dans des camps opposés au sein du même gouvernement. Commençons donc par ce qui a été dit exactement, parce que la précision est toute l'histoire ici. Tout le monde a entendu les 11 mêmes mots. Presque personne n'a entendu ce que le décor et le temps du verbe étaient réellement en train de faire. Le mont Rushmore n'est pas un décor neutre. Ce sont 4 présidents gravés à jamais dans la roche. La fondation, l'expansion, l'essor industriel, la République maintenue unie. Se tenir là pour parler de l'Iran ne classe pas la guerre dans la catégorie des actualités. Cela la classe dans la catégorie de l'histoire. Pas en cours, classé. Remarquez le temps utilisé. Pas « nous infligeons un coup ». Pas « nous sommes engagés dans un conflit avec ». Fait. Terminé. C'est un choix grammatical qui ferme discrètement une campagne qui est, en réalité, toujours active, toujours contestée à Doha, toujours non résolue sur un site nucléaire où personne n'est autorisé à entrer. Il meurt d'envie de s'entendre. Cela ne décrit pas un partenaire de négociation. Cela décrit une partie vaincue, tellement brisée que la pitié elle-même ressemble aux conditions de l'accord. Nous leur avons donné 1 semaine de repos, parce que nous sommes gentils. Relisez bien cela. Pas « nous avons observé », pas « nous avons respecté ». Nous leur avons donné. L'Amérique est le sujet. L'Iran est l'objet. Un gouvernement vient de décider, à haute voix, comment un autre gouvernement est autorisé à faire son deuil. Et si vous pensiez que c'était la partie la plus extraordinaire, attendez. Parce que le lendemain, les choses sont devenues encore plus étranges. Le lendemain du mont Rushmore, dans une interview accordée à Axios, le président a dit quelque chose qui a résonné comme une seconde onde de choc sur la première. Pendant la seule semaine réservée à l'Iran pour enterrer son ancien dirigeant, le président en exercice des États-Unis a reconnu, de manière officielle, que la quasi-totalité de la direction supérieure survivante de l'Iran est rassemblée en un seul endroit, et que la raison pour laquelle ils sont encore en vie n'est pas la retenue, n'est pas la loi, n'est pas la diplomatie, c'est mathématique. Parce qu'alors nous n'aurions plus personne avec qui négocier. Posez-vous là-dessus 1 seconde. Les cercueils sont toujours dans la cour. Et la cible est décrite comme préservée pour servir de levier de négociation, pas épargnée par décence. L'ambassade d'Iran a parlé d'un manque de civilisation. Les médias d'État ont qualifié cela de grotesque. Et les factions radicalisées de l'Iran n'ont pas eu besoin d'1 seule seconde pour commencer à s'en servir. Ce qui nous amène à la partie que presque personne ne couvre correctement, parce que la réaction en Iran n'est pas une réaction unique. Elle est double, et ces 2 visions s'affrontent en ce moment même. Il y a un homme qui est techniquement la personne la plus puissante d'Iran, et il n'a même pas pu se rendre aux funérailles de son propre père. L'Iran compte actuellement 2 factions qui tirent dans des directions opposées. Une faction pragmatique, le président, le ministre des Affaires étrangères, les modérés du Parlement, qui veut conclure l'accord, libérer les actifs gelés, voir les revenus pétroliers couler à nouveau dans un pays qui connaît une inflation proche de 70%, et une faction radicale, les commandants du CGRI, les conservateurs idéologiques, qui qualifient l'accord actuel de capitulation nationale et qui a déjà voté une loi interdisant l'inspection des sites nucléaires bombardés. Et pris entre ces 2 factions, il y a un nouveau guide suprême qui ne peut pas apparaître en public.
La sécurité iranienne aurait bloqué sa propre demande d'assister aux funérailles de son père, la crainte étant qu'Israël ne le tue ou ne repère sa position. Il attendrait une prothèse de jambe, a subi une opération de la main, et d'autres reconstructions faciales sont programmées. Un analyste de l'Iran l'a formulé de la manière la plus claire possible. Il est peut-être le dirigeant de nom, mais il répond aux gardiens de la révolution, et non l'inverse. Si vous êtes toujours avec moi, faites une pause d'une seconde, parce que voici la réinitialisation. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent concernait les mots prononcés. Ce qui vient ensuite concerne ce que ces mots font réellement, en temps réel, à une négociation dont l'horloge affiche moins de 4 semaines. Et un élément de preuve physique, vérifié par satellite, va arriver et changer totalement votre lecture de chaque titre optimiste sur cet accord. Posons donc la vraie question. Le discours du mont Rushmore aide-t-il à mettre fin à cette guerre, ou la rend-il plus difficile à terminer? Les radicaux et les pragmatiques regardent exactement les 3 mêmes phrases en ce moment même, et les utilisent comme des preuves opposées. Pour les radicaux, nous leur avons donné 1 semaine de repos parce que nous sommes gentils est un cadeau. C'est du carburant pour l'humiliation, déjà découpé, déjà traduit, la preuve que s'entendre signifie accepter la charité d'une superpuissance selon les conditions fixées par cette superpuissance. But, et c'est la partie contre-intuitive, ce même discours pourrait aussi discrètement aider les pragmatiques. Leur argument face aux radicaux a toujours été « le rapport de force a réellement changé, ne pariez pas sur le fait de pouvoir tenir plus longtemps qu'eux ». Un président américain qualifiant publiquement l'Iran de vaincu, sans que le monde ne conteste vraiment ce cadrage, est une validation externe que les pragmatiques ne pouvaient pas fabriquer eux-mêmes. Dans certains systèmes, l'autosatisfaction publique de l'adversaire donne à un dirigeant plus de couverture pour accepter un accord que ne le ferait le respect poli de ce même adversaire. Savoir laquelle de ces visions va dominer dans les 25 prochains jours est strictement impossible de l'extérieur. Mais il y a un élément de cette histoire sur lequel vous n'avez pas à deviner, parce qu'il se trouve sous une montagne et que les satellites peuvent le voir. Oubliez les discours 1 seconde. C'est cette partie-là qui détermine si cet accord signifie réellement quelque chose. Il existe une installation appelée Pickaxe Mountain, enfouie dans la chaîne du Zagros près de Natanz. La construction a commencé en 2020. Aucun inspecteur n'y est jamais entré. Lorsque l'AIEA a posé la question directement, la réponse a été « Cela ne vous regarde pas ». Le protocole signé en juin exige que l'Iran gèle la construction sur les sites nucléaires. Il s'agit d'un site nucléaire. La construction se poursuit, et les inspecteurs n'ont pas mis le pied dans une installation nucléaire iranienne depuis le 28 février, le jour où la guerre a commencé, le jour où l'Iran les a expulsés. L'Iran détient environ 400 kg d'uranium enrichi à 60%. Le niveau militaire est à 90%. Cet écart est réel, mais ce n'est pas le genre d'écart qui prend une éternité à se combler, en particulier dans une installation qui est toujours en construction et toujours fermée aux inspecteurs. Et voici la phrase qui devrait être à la une de tous les journaux à propos de cet accord. Le vice-président a déclaré la semaine dernière que les discussions sur la question nucléaire allaient commencer bientôt. Pas ont commencé, commenceraient bientôt. La raison réelle pour laquelle cette guerre a commencé est toujours, 4 mois plus tard, un point à l'ordre du jour futur. Alors, qui d'autre observe tout cela et fait ses propres calculs? Pendant que les caméras sont braquées sur Téhéran et le mont Rushmore, 4 autres capitales recalculent discrètement tout le tableau. La Chine détient un accord de coopération de 400 milliards de dollars avec l'Iran et recalcule ce qu'un partenaire de négociation désespéré et vaincu signifie pour cet accord. La Russie a signé un accord de 25 milliards de dollars pour un réacteur nucléaire avec l'Iran à l'époque où l'Iran avait encore un levier. Un Iran affaibli est simplement un partenaire différent. L'Arabie saoudite recalibre discrètement ses propres plans de normalisation autour d'un Iran économiquement vidé de sa substance et qui ne peut même pas amener son propre dirigeant à des funérailles. Et les gouvernements européens, déjà échaudés par un quasi-doublement des prix du gaz pendant le blocus, essaient de comprendre si la confiance américaine signifie que l'accord est en train de se conclure.
ou si Washington est prêt à une nouvelle escalade si ce n'est pas le cas. Et puis, il y a le public dont presque personne ne parle, 90 millions d'Iraniens. Certains sont sincèrement en deuil, d'autres mimant le deuil parce que l'alternative est dangereuse. D'autres regardent depuis un appartement, habité par un sentiment intermédiaire. Une inflation proche de 70% ne se soucie pas de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Voici donc où cela nous laisse, avec 25 jours au compteur et une question inconfortable tapie sous tout cela. Cette administration négocie-t-elle pour une véritable sécurité nucléaire ou pour un accord qu'elle pourra simplement qualifier de victoire? Ce ne sont pas les mêmes objectifs. Un accord où l'Iran fait une promesse publique et où les pétroliers